Bienvenue dans Papa Parle. Aujourd'hui, on va commencer avec une petite citation qui est « Je veux être beau quand je suis tout nu ». Plus qu'une citation, c'est plutôt un extrait, enfin là en tout cas le texte d'un personnage, du personnage principal dans American Beauty. Un père de famille qui commence à bien s'ennuyer dans sa vie quotidienne, commence à remettre en question pas mal de choses, il a une vie qui est normalement bien rangée, bien cadrée, etc. Mais il n'est pas foncièrement heureux. Et il veut se remettre en forme à un moment. Et il demande à ses voisins comment faire pour se remettre en forme, et les voisins demandent « mais vous voulez prendre de la masse, vous voulez courir plus vite, vous voulez maigrir ?» Et il répond tout simplement « je veux être beau quand je suis tout nu ». Et je pense que ça représente pas mal de choses. Déjà l'image qu'on a de soi, ce qu'on représente pour les autres, et se sentir bien en fait. Allez, on enchaîne. Donc, bienvenue dans Papa Parle. Je suis Pierre-Yves Pajot-Souriceau, j'ai 41 ans, je suis papa de 4 garçons. Quand je suis devenu papa, ça a été comme une deuxième naissance, tous mes acquis ont été remis en question, pour le pire comme pour le meilleur. Ça fait maintenant 9 ans que j'essaye de devenir un meilleur daron, et j'ai constaté une vraie corrélation entre mon évolution de père, de chef d'entreprise, et plus généralement d'homme. Mes enfants, ma femme, surtout ma femme, me challenge tous les jours, cela peut créer de l'inconfort, mais j'en tire beaucoup d'enseignements, que ce soit pour ma vie perso comme ma vie professionnelle. Mon but est que vous puissiez terminer chaque épisode avec un petit truc en plus, qui peut vous aider sur le chemin de la paternité, sur votre chemin de parent. Merci d'être avec moi, et bienvenue dans l'épisode 53 de Papa Parle. On va faire un petit sommaire, là on va revenir rapidement sur l'épisode précédent, d'ailleurs il va falloir que j'aille checker un peu ce qu'on avait dit, parce que ça fait un petit moment maintenant. Ensuite on va faire un gros sujet en lien avec la citation au début, où en gros je vais parler de la remise en forme que j'ai faite, j'en ai déjà parlé, mais là j'ai eu pas mal de fois la question, donc je vais faire un résumé de comment j'ai fait et qu'est-ce que j'ai mis en place. C'est des choses qui finalement sont ultra basiques, on réinvente rien du tout, mais je pense qu'on a besoin de le rappeler, parce qu'aujourd'hui on cherche des fois trop souvent des solutions biscornues ou des solutions miracles, alors que on en revient toujours à l'essentiel. Et après on verra, peut-être que je vais digresser, et je reviendrai aussi sur, là depuis la dernière fois, le compte Instagram de Papa Parle a énormément évolué, il y a eu beaucoup plus de followers, parce qu'il y a aussi des vidéos qui ont eu beaucoup plus de portée. Parfois j'ai compris, parfois j'ai pas compris, et il y a eu des commentaires qui m'ont fait rire, qui m'ont interpellé, donc on en parlera sûrement un petit peu. Par rapport à l'épisode précédent, donc, on avait parlé, que je me rappelle bien, ouais c'est ça, j'avais envie de me poser la question, qu'est-ce qui fait... Attends, non, je me suis complètement paumé en fait. Ouais, c'était ouais, là, c'est ça. C'est toute cette question de qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qu'on doit faire et comment on peut accompagner ses enfants sur le chemin de la vie. Et si on est trop protecteur, il risque d'être, il risque d'être trop fragile. Et si on leur en met trop dans la tronche, ils seront pas bien non plus. Et là, j'ai vu justement récemment une émission où Ben Never a interviewé Christophe André, qui s'est beaucoup posé la question, en tout cas du bonheur en général, et comment être serein, et il parlait d'une étude qui montrait que, évidemment, les enfants qui ont eu des parents, entre guillemets, dysfonctionnels, qui les ont frappés, qui ont été hyper durs, qui n'étaient pas présents, c'est eux qui allaient en chier le plus possible. Mais à l'inverse, les enfants qu'on a beaucoup trop protégés, qui on leur a tout évité, toutes les difficultés, etc., sont pas bien préparés non plus. Il donne l'exemple de l'enfant qu'on ne va pas emmener à un enterrement parce qu'on veut pas qu'il soit triste, ou on va pas lui annoncer des nouvelles graves, ou on va pas, par exemple, dire que peut-être en ce moment il y a des difficultés financières pour papa et maman, etc. C'est pas une bonne chose. D'une part, je suis persuadé qu'ils ressentent quand il y a un truc qui est pas bien,
et comme ils ressentent qu'il y a un truc qui est pas bien, mais qu'on met pas des mots clairs dessus, il y a une forme de distorsion, et l'enfant se sent pas bien du tout, et puis finalement, il n'apprend pas à se confronter aux choses et à gérer l'émotion qui vont aller de pair, en fait. Donc je ne pense pas que ce soit un bon calcul sur le long terme, même si ça peut créer beaucoup d'inconfort à un moment et qu'il va falloir accueillir des fois les perturbations émotionnelles de nos enfants. Je pense que c'est beaucoup mieux d'y mettre les mots, et puis surtout, en fait, c'est que comme on disait, la meilleure façon, c'est de montrer l'exemple. Si l'exemple que vous donnez, eh bien, c'est de ne rien dire, et puis comment... quand il y a une difficulté, en tout cas, de ne rien dire, de se cacher, et de ne pas parler de ce qu'on ressent, eh ben, ils vont faire la même chose derrière. Et ils vont, entre guillemets, enfouir un peu tout ça, et ils vont, peut-être, quand ils vont vivre des trucs difficiles, les garder pour eux, être dans le déni, et puis, vous savez ce que c'est, quoi. Au bout d'un moment, ça monte, et puis ça pète. Donc voilà, c'était le petit retour par rapport à l'émission précédente. Là, on va attaquer donc le sujet de la remise en forme, ou en tout cas de comment on fait pour se sentir bien et en bonne santé. Et il n'y a pas 36 000 trucs. Alors, je fais un petit disclaimer. Évidemment, je parle de mon expérience personnelle. Il faut toujours demander l'avis d'un professionnel de santé si on veut changer ses habitudes de vie. Même si on pense que c'est pour le meilleur, ça peut être bien d'en parler avant, de faire un point. Parce que on peut des fois aller trop vite, trop fort, c'est ce qui m'est arrivé, et on peut faire des bêtises. Donc, demandez l'avis d'un spécialiste. Mais en tout cas, si je peux vous donner des pistes, et si, après l'épisode, vous dites, tiens, voilà, au moins ça, je pourrais peut-être le changer, etc., si ça peut engager une bonne dynamique, je serais hyper content. Mon expérience en tant qu'ostéopathe, c'est que je pense que, allez, est-ce que je suis... Ouais, 90% des gens que je vois au cabinet, je pense que j'aurais pas besoin de les voir si ils amélioraient ces 3 points principaux, ces trépieds, parce que pour être en bonne santé, il n'y a pas de secret, il faut travailler 3 points. Le premier, au-dessus de tout, il faut dormir. Dormir le temps nécessaire. On est tous un petit peu différents, mais si t'as pas tes 7-8 heures de sommeil, ton cerveau est pas bien régénéré, et tout le reste, déjà, d'une part, tu vas être aigri, tu vas être énervé plus facilement, mais tous les équilibres hormonaux, tout ça, ça part en couille. Et tu vas prendre plus facilement du poids, etc. Donc le sommeil. L'alimentation, il n'y a pas de secret, en fait. Faut manger des aliments les moins transformés possibles. Voilà. Des apports de protéines, de glucides, de lipides. Les protéines, ça peut être la source que vous voulez. Évidemment, il y a toujours ce débat sur végétarien, vegan, manger de la viande, pas de la viande. Quel que soit votre régime alimentaire, il faut un apport de protéines. C'est hyper important. Quand vous êtes végétarien ou végétalien encore plus, effectivement, il faut peut-être faire attention à certains minéraux, certains éléments en plus, mais en tout cas, il faut des protéines. Et surtout, mais le moins transformé possible, quoi. Ça, la base de la base. Et le troisième point, le fait de bouger son cul. On est beaucoup trop sédentaire. L'OMS préconise de faire 10 000 pas par jour. L'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Et 10 000 pas par jour, c'est une bonne heure de marche. Et est-ce qu'on fait ça tout... Même moi, franchement, avant de me forcer à le faire, c'était pas du tout le cas. On a maintenant des métiers beaucoup trop sédentaires. Et puis, on a pris trop l'habitude, finalement, d'être confortable. Et bien souvent, on va prendre la voiture, on va pas prendre le vélo avec les enfants, etc. Et dans certaines régions, des fois, il pleut, il vente, etc. Mais ça pourrait être bien, de temps en temps, de mettre le kawaii, le parka, et puis de sortir quand même, et de marcher, de bouger. Et au-delà de ces pas, aussi d'avoir des activités dans lesquelles on fait monter le cardio, on fait monter le cœur, le rythme cardiaque, et dans lequel aussi on fait du renforcement musculaire. Il y a des bénéfices énormes à travailler sa musculature, à travailler ses muscles. Et maintenant,
J'espère que les idées reçues sur le fait de non, il faut pas trop forcer, sinon on va se faire mal, etc. Même pour des personnes qui ont des métiers, des fois physiques. Alors, en métier, ils reproduisent des mouvements qui sont toujours les mêmes. Et ils se disent, bon, bah, j'ai déjà fait beaucoup d'efforts dans mon boulot, donc je vais pas en faire d'autres à côté, je vais abîmer mon corps ou le fragiliser. Et je pense que c'est tout le contraire. Il faut renforcer son corps en faisant de la musculation ou une autre activité qui permette de gagner en tonicité, ce qui fait que tous les gestes du quotidien de votre boulot deviendront beaucoup plus faciles. Donc si je résume, si tu veux être en bonne santé, il n'y a pas 36 solutions. Il faut dormir 7 à 8 heures par nuit, manger des aliments les plus simples et non transformés possibles, sans oublier les protéines, et bouger régulièrement, le plus souvent possible. Votre corps est fait pour ça, et plus il bouge, plus il se sentira en forme, plus vous vous sentirez en forme, que ce soit le corps, mais aussi l'esprit. Tout ce qui est sécrété par le corps lors des efforts physiques, ça ne peut amener que du bien-être. Alors, évidemment, au début, si on se relance, il va y avoir des frictions. C'est pour ça que moi, j'ai admis une chose, c'est que je n'avais pas assez de volonté tout seul, et qu'on peut avoir beaucoup de motivation au début, mais que la motivation diminue rapidement, et qu'il est nécessaire de mettre en place des habitudes et avoir une certaine discipline. Pour ça, soit vous avez une force mentale phénoménale, et grand bien vous fasse, soit vous demandez de l'aide. Moi, j'ai fait appel à un coach, j'ai eu la possibilité de le faire. Soit vous créez un groupe d'entraide pour le faire entre amis, entre potes. Mais je pense qu'il est nécessaire d'avoir des relais, parce que surtout quand on est parent, la vie de famille fait que des fois c'est compliqué, que les enfants sont malades, qu'il y a des gros changements de temps en temps, et d'avoir quelque chose qui nous ramène dans le droit chemin, entre guillemets, c'est hyper important. Là, ce que j'ai trouvé ultra salutaire, mon coach, Florian Jaffard, allez voir, spécialisé pour les papas entrepreneurs, il est top. Pour moi, sa plus grande plus-value, évidemment, il m'a apporté toute sa connaissance, toute son expérience. Étant ostéo, il y a plein de choses que je savais déjà, mais c'était vraiment l'accompagnement, et c'était le fait de, bien souvent, vous entamez quelque chose, vous le mettez en place, et puis petit à petit, on fait un écart, 2 écarts, et puis on se dit, foutu pour foutu, on laisse tomber. Alors que avoir ce petit Jiminy Cricket sur l'épaule qui te rappelle, qui t'envoie un message, qui te dit hop, ça te relance, et puis c'est pas grave, t'as fait un petit écart, tu repars, et tu te rends compte que ce qui est important, ça va être le long terme. Ça va être de mettre en place une nouvelle façon de vivre. C'est pas faire un régime, c'est pas pendant un moment je fais attention. C'est je change ma vie, je change mes habitudes, et je fais un placement, je fais un pari sur l'avenir pour avoir un avenir beaucoup plus radieux, beaucoup plus agréable. Et d'ailleurs, je vais rebondir après sur les trucs des Reels par rapport à Papa Parle et le compte Insta quand j'ai parlé d'alcool. On y reviendra après. Et donc pour mettre en place les choses, il faut y aller petit à petit. On peut pas tout révolutionner d'un coup parce que ça va créer beaucoup trop de friction, ça va être beaucoup trop difficile pour l'esprit de tout changer d'un coup. C'est pour ça qu'il faut commencer par ce qui est possible. Déjà, c'est ouvrir l'agenda et regarder à quel moment on peut placer des moments pour aller faire du sport, à quel moment peut-être aussi mettre en place un planning plus carré pour faire les courses, se dire tiens je vais aller faire les courses quand j'ai déjà mangé et que j'ai pas la dalle et que je vais pas éclater les rayons avec toutes les conneries possibles et inimaginables. Un truc aussi, là maintenant, la manière dont on a fait les choses, c'est plus souvent ma femme qui va faire les courses, ça c'est évident, mais maintenant on fait en sorte de faire les courses sans les enfants. Déjà parce que en fait, ça leur apporte rien de spécial d'aller dans un grand magasin avec 1000 stimulations dans tous les sens et ça leur apprend rien de spécifique. Et puis on est 100 fois plus efficace, quoi. Dans tous les cas, ça va plus vite, on traîne moins, on est moins sollicité, et donc on va moins... on va moins être tenté, quoi, tout simplement. Donc de l'organisation au départ.
qu'est-ce que je peux mettre en place? Est-ce que je peux aller faire du sport au moins une fois? C'est déjà ça, parce que ça sert à rien de se mettre des trop gros objectifs au départ, il faut que ça soit réaliste. Vous allez voir, je vous jure qu'au bout d'un moment, vous allez y prendre goût. Comment dire, la marge de progression, en fait, quand on change quelque chose, c'est assez frustrant parce que nos attentes sont une oblique, mais la progression, elle est plutôt exponentielle. Et donc, ce qui est compliqué, c'est que durant cette période où la ligne exponentielle est en dessous de vos attentes obliques, il y a quand même pas mal de frustration et des frictions. Donc c'est là que c'est important d'avoir de l'aide à côté, un entourage qui soit OK avec ce que vous faites. Mais quand ces deux lignes se rejoignent, alors là c'est vraiment cool, et là c'est le nirvana. Mais ça peut prendre du temps. Moi, je pense que ça m'a pris un bon 9 mois pour tout changer. 9 mois parce que j'avais accumulé, mon premier 8 ans et demi, je pense, j'avais accumulé 9 ans de sédentarité, un tout petit peu de sport de temps en temps, chaque enfant des kilos en plus, et tout devenait plus dur, plus chiant. Donc au début, j'ai un peu roté du sang, mais j'avais déjà un an avant entamé des choses, j'avais été trop fort, et là en fait, ce qui a été la clé, ça a été d'être progressif et d'avoir quelqu'un qui me rappelle à l'ordre pour me dire « vas-y mollo, tranquille », etc. Et d'accepter que ça allait prendre du temps. Donc, ça étant dit, une fois que vous avez fait le point sur votre planning et que vous avez noté dans l'agenda des slots, des moments où c'est dédié à ces temps-là, pour se bouger, faire du sport, avoir ce qu'il faut dans le frigo, et aussi peut-être voir s'il n'y a pas moyen d'améliorer les choses par rapport au sommeil. Alors évidemment, quand on est parent, et nous c'est encore loin d'être parfait, et sur ce point-là je suis encore loin d'être parfait, il y a des éléments extérieurs qui viennent perturber notre sommeil. Mais disons que il faut essayer d'optimiser ça au maximum et ne pas en rajouter. Voilà, nos enfants vont avoir besoin de nous la nuit, ils vont se réveiller, il faut qu'on soit opérationnel. Mais au-delà de ça, il ne faut pas non plus qu'on se rajoute des choses, qu'on se couche encore plus tard, et je vous le dis, je ne suis pas parfait, et de passer trop de temps sur les écrans, etc. Une fois que ça c'est fait, au niveau organisation, on va passer sur le côté alimentation. Donc comme je vous disais, il faut manger tout. Le truc de ne pas manger de sucre, de pas manger de glucides, etc. Ça, je pense que c'est pas forcément judicieux. Il faut quelque chose d'assez équilibré. Le truc du 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers, c'est pas si mal que ça, avec un tiers on va dire, de céréales, glucides, riz, pâtes, etc. Un tiers de légumes et un tiers de protéines. Mais moi, le game changer par rapport à l'alimentation, parce que j'ai vraiment un rapport à la nourriture où, en gros, quand je m'ennuie, j'ai faim, quand je suis content, j'ai faim, quand je suis triste, j'ai faim, quand je suis stressé, j'ai faim. Bon, en gros, c'est pour moi mon moyen de combler quelque chose ou de me faire un shoot de dopamine quand ça va pas. Mais ce qui m'a aidé au niveau de la satiété, le fait de ne plus avoir faim, c'est vraiment de rajouter des protéines. Et je me suis rendu compte par rapport aux conseils qu'on m'a donnés avec mon coach que j'en mangeais vraiment pas assez et que si je voulais avoir mon quota, fallait que je charge pas mal quand même. Donc évidemment, il y a les protéines végétales, les protéines animales. Pour être sûr d'avoir le quota par rapport quand j'ai entamé la transformation, j'ai même pris des protéines en poudre, de la whey. Alors pareil, il y a différentes origines possibles. Et puis après, je vous invite quand même à aller chercher de la whey de bonne qualité. Il y a quelques sites qui sont français, qui fabriquent en France avec des produits français. Il y a eu à un moment un gros scandale parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des grosses boîtes qui vendaient des trucs en disant qu'il y avait 90% de protéines et en fait il y avait 5% et le reste c'était des glucides. Donc voilà, soyez attentifs à ça. Pardon. Et après, vous répartissez un peu comme vous le sentez. Moi je sais que j'avais surtout le soir quand j'arrivais en fin de journée, j'avais envie de tout défoncer.
Et bah donc avec mon coach, on a rajouté une collation dans l'après-midi, plutôt protéinée, et ce qui fait que le soir, j'ai pas envie de tout éclater, je peux cuisiner sans bouffer la moitié du plat, etc. Ça a vraiment, vraiment, vraiment changé la donne pour moi. Ça a été hyper important. Et pour changer ça, changer l'alimentation, pardon, c'est aussi changer les habitudes des fois de la famille. Et puis vos enfants, des fois, mangent plus ou moins facilement. Puis ça c'est pas qu'une histoire d'habitude dans la famille. Évidemment, plus vous mangerez varié, plus vous encouragerez vos enfants à manger varié. Mais moi, entre mes 4 garçons, il y en a un, il mange de tout, voire même il préfère manger des légumes que du sucré, etc. Et il y en a un autre, il ne vit que pour le sucre et le chocolat, et c'est assez technique de lui faire manger un peu de tout, que ce soit varié, etc. Mais voilà, il faut bien mettre en place ça et bien expliquer que peut-être, même des fois, vous prendrez des repas un petit peu différents, vous rajouterez des choses, etc. Bien que vous pouvez encourager tout le monde à vous suivre, parce que là, l'idée, c'est pas de faire un régime spécifique, c'est d'essayer d'avoir un régime le plus sain possible. Donc si tout le monde peut faire pareil, c'est parfait. Ce qui m'a aidé aussi beaucoup à tenir toute la matinée, c'est de changer le petit-déj qui a longtemps été sucré en un petit-déj salé. Ça pareil, de commencer la journée en se faisant un gros shoot de sucre, c'est vraiment pas la meilleure chose à faire. Il vaut mieux partir sur du salé. Alors le classique, les œufs, quoi. Pour moi, les œufs, c'est la vie. On a des poules, on les nourrit bien, elles nous le rendent bien, et ça aide... voilà, c'est top, t'es calé toute la matinée en tout cas, t'as tes apports de protéines, si c'est tes poules, tu sais ce qu'il y a dedans, c'est parfait. Donc là, au niveau de l'alimentation, on en est là, et donc, pour réussir à entamer une transformation, et même pour être en bonne santé, ce qui est conseillé, c'est d'avoir un déficit calorique. En fait, il y a plein de régimes différents, mais finalement, quand on résume tout et qu'on regarde un peu l'ensemble, le point commun de tous ces différents régimes, c'est que ça crée un déficit calorique, plus ou moins judicieux. Parce qu'il y en a certains, c'est un gros déficit calorique, trop, ce qui fait qu'on va être fatigué. Et puis il y en a certains, ça va être un déficit calorique parce qu'on met de côté complètement un aliment, et donc après on va être en carence de quelque chose. Vaut mieux manger de tout, et calculer un petit peu ce qu'on va manger. Ça aussi, ça a été un élément un peu relou, où j'ai dû fouiller un peu pour trouver le bon fonctionnement, parce qu'au début de checker un peu ce que je mangeais, c'était pas facile. Quand tout le monde mange, c'est un peu la course, etc. Et toi, tu dois en plus, tu dis à tes enfants de pas prendre ton smartphone, et puis t'es sur ton smartphone pour noter les trucs, savoir où t'en es. Moi maintenant, j'utilise une application, j'ai pas d'affiliation, j'ai rien du tout. Si vous voulez me payer, vous pouvez, hein. C'est Foodvisor, que je trouve vraiment pas mal parce que hyper simple et très très intuitive. Vous pouvez scanner les aliments, enfin vous pouvez prendre en photo les aliments et il estime un peu ce qu'il y a dedans. C'est plus ou moins bon, mais ça suffit, il n'y a pas besoin d'être au gramme près. Et vous avez aussi le quoi de scanner les QR codes ou les codes barres des aliments. Et il vous trouve, maintenant la base de données est gigantesque, et puis sinon vous pouvez, si vraiment vous trouvez pas le truc parce que, je sais pas, quelqu'un vous a ramené un aliment spécifique de l'Ouzbékistan, vous pouvez rajouter les macros dedans facilement. Et je parle de macros parce que les macros, en fait, c'est lipides, glucides, protéines, et ça va avoir son importance. Il faut être en déficit calorique, mais pour savoir comment être en déficit calorique, il faut savoir ce que vous consommez comme calories tous les jours. Est-ce que vous consommez sans rien foutre? Parce que même quand vous ne faites rien, et même si vous êtes allongé toute la journée, votre corps dépense de l'énergie, ne serait-ce que pour mettre en route la digestion, l'énergie pour respirer, de penser, créer de la chaleur pour votre corps. Vous avez un métabolisme de base qu'il faut pouvoir identifier. Là, franchement, je vous invite à aller sur Internet, vous tapez « calcul métabolisme de base », c'est vraiment pas compliqué, vous avez besoin de votre taille, de votre poids, si vous êtes un homme, une femme, et de pouvoir estimer globalement l'intensité de votre activité dans la semaine. Avec ça, vous avez un nombre de calories, et
ce nombre de calories, vous y retirez un peu de calories. C'est-à-dire que si vous êtes à, je sais pas, moi je devais être à 2300 calories de dépenses métaboliques par jour avec mon activité, et chaque jour, je devais pouvoir manger 2100, 2150 calories pour avoir ce léger déficit. Avec ce léger déficit, votre corps, moi j'ai senti vraiment un regain d'énergie parce qu'il n'était pas en surcharge constante, en digestion constante. Ça, c'était vraiment top. Mon transit s'en est senti que mieux. Et vous allez très progressivement, vous n'allez pas perdre 1 kilo par semaine. Vous allez perdre 200 grammes, 300 grammes par semaine. Mais très progressivement et de manière saine, vous allez perdre du poids, du gras. Et si à côté de ça, vous faites du sport, du renforcement musculaire, vous allez gagner en muscle. C'est pour ça qu'il faut des protéines. Parce que si vous êtes que en déficit, vous êtes en déficit calorique parce que vous enlevez les protéines, etc., vous allez perdre du gras et du muscle. Ce qui n'est pas ce qu'on cherche. Parce que quand on gagne en muscle, le muscle consomme de l'énergie naturellement même au repos, donc vous avez une plus grosse dépense dans la journée. Alors, bien que j'ai vu récemment qu'il faudrait vraiment avoir une masse de muscles gigantesque pour que ça augmente significativement la dépense calorique, dans tous les cas, être plus musclé fera que vous vous sentirez mieux de manière générale. Donc si je résume, au niveau des macros, donc déficit calorique, vous pouvez calculer votre métabolisme de base, vous retirez quelques centaines, 100, 150, 200 calories par jour pour être en déficit calorique, et ensuite, vous faites en sorte de bien répartir les macros. Alors là, vous pouvez demander conseil à un nutritionniste, à une diététicienne, à un coach. Vous pouvez globalement estimer ça. Vous pouvez sur Internet trouver des calculateurs qui vont vous estimer ce dont vous avez besoin en termes de macros pour répartir si vous avez besoin de plus de lipides, plus de glucides, plus de protéines. Et puis ce qui va aider aussi, en demandant là au début je savais pas trop, j'ai demandé des conseils, et puis après maintenant je sais bien les identifier, c'est qu'il y a des aliments qui sont soit denses, soit qui sont pas denses en calories en fait. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des gros volumes qui vont vous remplir le ventre, qui vont vous donner beaucoup de satisfaction, mais qui ne sont pas riches en calories. Et qui vont permettre de tenir toute la journée, qui vont faire que les repas vont être agréables et que ça va pas être, vous n'allez pas être avec votre assiette et 2 trucs au milieu et à pleurer toute la journée. Donc ça, c'est le point sur l'alimentation qui est hyper important. Et puis, comme je vous dis, si vraiment vous savez pas par quoi commencer, demandez conseil, demandez de l'aide autour de vous, vraiment c'est hyper important. L'autre élément très important, donc ça va être le sport, ça va être le fait de bouger régulièrement. Donc si vous avez bien fait votre agenda et que vous êtes bien organisé, vous pouvez mettre en place ça. Je pense que l'idéal de l'idéal, c'est de pouvoir avoir 3 sessions dans la semaine. Quand j'ai demandé à mon coach de me préparer mes séances, je lui ai dit j'ai besoin que ça soit du surefficace. Donc déjà, j'ai pris le matériel à la maison, j'ai tout mis chez moi. Maintenant, quand je sors du bureau, j'ai pas le choix, je tombe dessus. Et je lui ai dit, fais-moi des séances qui me permettent en 1 heure de temps d'avoir mis en place la séance, de l'avoir fait et d'avoir terminé, douché et repartir au boulot. Voilà, 1 heure, une vraie heure, dense, efficace. Parce que bien souvent on dit ouais juste 1 heure de sport, mais ce qu'il y a c'est que tu dois aller à la salle, et puis tu dois aller faire ça, puis après ça, puis te doucher, et au final ça te prend 2 heures, et 2 heures dans une journée, quand t'es parent et que t'as des enfants, et que t'as 1000 autres activités, c'est un peu compliqué. Mais je pense que 3 fois 1 heure dans la semaine, c'est jouable, c'est envisageable. En tout cas, c'est ce vers quoi il faudrait tendre, ce serait vraiment top. Après, là, je vous donnerai pas de conseils sur les exercices à faire parce que ça dépend de chacun. Je pense qu'il faut l'adapter à chaque niveau. Et là, demandez des conseils autour de vous. Mais avec pas beaucoup d'investissement, on peut faire beaucoup. Vous allez à Decathlon, vous prenez 3 élastiques différents, vous en ressortez pour 30 ou 40 balles. Et avec des élastiques, vous pouvez déjà faire des centaines et des centaines d'exercices. Et je peux vous assurer que ça va brûler un petit peu, que ça va piquer. Par rapport au ressenti, je pense que ce qui est important, si vous vous mettez dans des situations et vous faites des exercices où il vous faut derrière 5 jours pour vous sortir de vos courbatures, c'est que vous allez trop vite et trop fort.
C'est normal au début que ça pique un peu, que ça gratte un peu, que le lendemain, des fois, ça tire un petit peu, mais vous devriez pas avoir des courbatures de malade, surtout qu'en plus, ça va nuire à votre vie personnelle, vie professionnelle. Il faut que ça soit un peu dur, mais que derrière, vous puissiez reprendre votre vie normale. Voilà. Voilà pour les conseils. Je vais regarder un peu. Est-ce qu'il manque des choses? Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Et oui, et je reviendrai sur 2 points. Donc vraiment, le soutien de l'entourage et prévenir l'entourage que vous allez mettre en place ça. Expliquer pourquoi vous le faites. Expliquer que c'est pas juste à un moment donné, mais que vous voulez tout changer une bonne fois pour toutes et mettre en place un truc pour longtemps. Dites-vous que c'est un placement pour l'avenir. C'est vraiment comme mettre de l'argent à la banque. Parce que tout ce que vous allez faire là, au début, vous allez sûrement en chier, mais je vous jure qu'après, on en retire un plaisir, mais c'est tellement agréable de se sentir plus en forme, de pouvoir porter ses enfants hyper facilement, de pouvoir se baisser, de même plus se poser la question, de tout faire facilement, parce qu'il y a une tâche à faire et tout ça, de le faire avec entrain, parce que c'est agréable, parce que vous faites avancer le schmilblick, parce que parce que vous faites partie de la vie du foyer, que vous pouvez montrer l'exemple à vos enfants, que vous pouvez jouer avec eux, que vous pouvez... je l'avoue, parce qu'il y a le truc de je veux être beau quand je suis tout nu, de se sentir bien et beau dans son corps. Ça, c'est hyper important. Et d'avoir l'impression, ça aussi, c'est pour l'ego, mais ça fait du bien que vos enfants se disent « Waouh, papa, c'est un exemple, quoi. Papa, c'est peut-être très... j'ai pas envie de tomber là-dedans, c'est peut-être très masculiniste, etc. Mais je pense que vos enfants se sentiront bien s'ils savent que leur papa, il est en forme, solide, bien sur ses appuis, et qu'il sera là s'il y a besoin, quoi. Voilà. Et le deuxième point, sur lequel je reviens au niveau conseil, c'est de ne pas aller trop vite. Vraiment, j'ai fait cette erreur-là. Je me suis senti super bien au bout de 3 mois. J'ai voulu refaire un sport, du hand. On m'avait invité pour une soirée et je me suis rompu le tendon d'Achille. Et ça a été un peu galère. Mais, une fois de plus, parce que j'avais mon coach qui était derrière moi, il m'a réadapté tout ça. On est reparti, on n'a pas lâché. Et là, maintenant, j'ai la patate et ça reprend et on est à fond. Et c'est un kiff, c'est vraiment un kiff, quoi. Je sais pas comment le transmettre, je sais pas comment vous faire comprendre ça, mais à quel point ça change tout. Parce que même au niveau de l'esprit, j'ai l'esprit vachement plus clair, parce que ne plus s'inquiéter pour sa santé, de se dire je suis en forme, ça roule, je me réveille en forme, c'est une charge mentale en moins, donc on a ça en moins à penser, et donc on peut mettre de l'énergie dans d'autres choses, et je sais pas à quel point ça peut être en corrélation et si de toute façon ça se serait passé comme ça, mais ma société a énormément évolué cette année, j'ai fait le tri sur plein de choses et là ça décolle de mieux en mieux, enfin voilà. Je sais pas comment le dire, en tout cas c'est trop cool. Des petits points divers sur le fait que une fois de plus, je ne peux que vous conseiller, c'était le début, là maintenant ça fait plus d'1 mois, de prendre une fille au pair si vous avez la possibilité, parce que c'est une richesse pour toute la famille, mais c'est trop bien. Là, on termine les journées en parlant franglais, spanish, et les enfants commencent à apprendre les langues, on échange sur la culture. Là, il y a El Día del Muerte qui est au Mexique, parce que notre fille au pair est mexicaine, qui est une fête qu'ils font à la Toussaint, qui permet de voir complètement différemment nos aïeux, de célébrer nos morts. C'est vraiment festif, c'est coloré, et donc c'est une autre manière de voir les choses. Pas dans la tristesse, mais dans la joie, et de se rappeler de ceux qu'on a aimés, qu'on aime toujours, avec des bons moments, quoi. Donc ça, c'est cool. Et puis, justement, ça permet de détacher du temps, soit pour son activité physique, soit pour son boulot. Soit pour sa vie de couple. Ça, on n'est pas encore au top là-dessus. Va falloir qu'on améliore des choses et qu'on prenne des temps pour nous. Et donc, comme je disais, pour finir, je vais revenir sur 2-3 points, parce que donc j'ai continué. En fait, j'ai le compte Instagram Papa Parle, qui est vraiment un compte, je mets des extraits du podcast,
Et puis, je mets des petits sketchs que je fais avec mes enfants par rapport à soit des idées qu'ils ont eues, soit des phrases qui m'ont vraiment sorti, soit des idées que moi, qui sortent de ma tête un peu barjot. On s'est bien amusé et il y en a certaines qui ont vraiment une grande visibilité, qui ont été vues je crois même des millions de fois. Mais par contre, ça amène aussi son lot de commentaires. Et de commentaires, alors, dans 99% des cas, des commentaires super sympas, soit de gens à qui ça fait rire, soit de soutien, soit d'autres réflexions hyper intéressantes sur la parentalité. Je vous invite vraiment à ne pas hésiter à m'envoyer même... je pense qu'on peut trouver mon mail, enfin en tout cas de m'envoyer des questions, des idées de sujets pour le podcast, vraiment. Et j'ai bien aimé parce que il y a eu plein de réactions, et il y a un réel que j'ai fait et qui dit que j'aime ma femme particulièrement pour une chose, c'est qu'elle ne m'attend pas pour être heureuse et qu'elle ne compte pas sur moi pour être heureuse. Et je pense que c'est hyper important ça dans un couple, que les deux partenaires soient capables de nourrir leur propre bonheur individuellement, parce que si on attend tout de l'autre, il y a forcément un moment où ça clash, où on voudrait que l'autre comprenne qu'on a besoin de ça parce que... Non. Alors encore plus pour un homme, si vous lui dites pas les choses hyper clairement et que un mot signifie un mot, alors là, vous pouvez vous brosser pour avoir ce que vous voulez, quoi. Il faut être extrêmement clair, et quand on a besoin de quelque chose pour être heureux, il faut le dire. Ça ne sert à rien d'attendre de l'autre qu'il devine. Ce n'est pas possible, il a ses propres pensées, sa propre manière de faire, et si vous ne demandez pas, vous n'obtiendrez rien. Pot de balle, walou. Une autre vidéo qui a énormément marché, c'est, je dis que, donc on a eu 4 enfants, que le premier enfant, il change la vie, le deuxième, il change le planning, et puis à partir du troisième, en fait, c'est une forme de continuité. Alors quand je dis continuité, il y a eu des questions, est-ce que c'est la continuité, c'est-à-dire que ça continue de tout changer, c'est le bordel? Moi, je l'entendais plutôt par, en fait, en tout cas pour nous, c'est qu'au début, ça a changé plein de choses, et puis finalement, notre routine, c'est devenu un continuel changement. Un changement continuel. C'est-à-dire que c'est devenu la norme, que tout change et tout évolue tout le temps, et finalement, on trouve notre équilibre dans un chaos un peu systématique. Et c'est ce qui, moi, m'a apporté beaucoup dans ma capacité à m'adapter tout le temps, et de résilience sur le fait que maintenant, quoi qu'il puisse se passer, je sais que de toute façon, ça se passera pas comme il était prévu à la base, qu'il va y avoir des surprises, etc. Et donc, plutôt que de m'accrocher à ce que j'imaginais, à ce que je voulais que ce soit, et finalement souffrir, parce que de toute façon, ce qui est, c'est comme ça, et bien tout de suite on rebondit, et on essaye d'identifier le plus rapidement possible les meilleures choses de cette situation, et qu'est-ce qu'on peut réellement changer, qu'est-ce qu'on ne peut pas changer, et puis distinguer les deux, quoi. Voilà. Et il y a un commentaire qui m'a fait rire aussi. Il a repris mon truc en disant « Le premier change la vie, le deuxième change le planning, le troisième change la voiture, et le quatrième change la maison. » Ce qui est assez vrai. Moi, je parlais plutôt de l'aspect humain-émotionnel. Sur l'aspect factuel et matériel, c'est évident que le troisième, quatrième, faut changer le volume, faut changer la voilure, quoi. Faut augmenter tout ça. Ah oui, et donc, il y a eu aussi un post, un post où je dis que ma femme est la pire des meilleures choses qui me soient arrivées, parce que elle me met dans la sauce tellement souvent que je suis obligé d'évoluer et de grandir. Alors, elle me met dans la sauce, c'était pour le bon mot. Après, c'est plutôt que elle ne m'attend pas, comme je dis, pour être heureuse, elle ne m'attend pas pour faire des choses, elle ne m'attend pas pour créer des choses, lancer des projets, et donc, moi qui ai plutôt un tempérament où j'ai besoin de terminer un truc avant de passer à autre chose, de bien consolider les choses, des fois, elle m'a mis dans des situations où je n'étais pas en zone de confort, et je devais m'adapter et travailler ma capacité d'adaptation, et on a été faire des choses que je n'aurais jamais fait seul.
quand on a participé à la création d'une école alternative, il y a quelques années, c'est vraiment... Moi, j'ai dit ça, genre on parlait, je disais en rigolant, mais je l'aurais jamais fait tout seul. Là, elle m'a amené là-dessus, et puis j'ai participé au truc, et j'en suis extrêmement content. On est parti pendant 1 mois et demi pour remplacer un ostéopathe en Polynésie. Je pense que tout seul, je l'aurais pas fait non plus. En fait, elle a cette étincelle, cette force qui fait que elle m'a amené dans mes retranchements, mais moi je trouve vraiment pour de bonnes choses, quoi. Et je pense que ça, il y a certaines personnes qui l'ont pas forcément bien perçu, et j'ai eu un commentaire. Oh, je vous le lis parce que ça m'a fait mourir de rire. Tu es victime, mec. Victime du pire et manipulé par le narcissisme féminin au point de croire que c'est bon pour toi. Le syndrome de Stockholm, en fait. On observe ce symptôme chez les femmes battues qui n'arrivent pas à quitter. Si ta femme te pousse ainsi, c'est pour ses propres bénéfices. Et toi, couillon, tu crois que c'est pour toi. Un jour, j'espère que tu t'éveilleras. Tu verras la supercherie et tu seras en colère contre ta propre naïveté, motivée par tes besoins de consolation et de reconnaissance. Tu tombes dans le panneau de la femme qui se prend pour ta mère. D'ailleurs, tu en parles comme d'une mère. J'ai pris un ton un peu grave, hein, parce que j'imagine le gars derrière son clavier qui prend le temps d'écrire ce pamphlet quand même, et je pense qu'il était... il fallait qu'il vienne me sauver, c'était hyper important. Non, il a mis tout ce qu'il pouvait. Je lui ai fait une petite réponse, vous pourrez aller voir sur le compte Insta, je me suis bien marré. Mais bah oui, là, que dire. Mais peut-être que je vis un vrai syndrome du Stockholm et que je suis complètement dans un déni incroyable. Mais alors, que dire ? Putain, ça me rend heureux. Hein. C'est ça le problème, c'est que c'est que ma femme a été extrêmement balèze. Parce qu'elle a, ouais, c'est ça, le piège s'est parfaitement refermé. Je suis sous sa coupe, mais alors je suis tellement heureux. Vas-y chérie, manipule-moi encore. C'est pas un problème. Comme je vous l'ai expliqué, pour moi c'est pas de la manipulation, c'est plus qu'elle vit sa vie, elle avance, et puis finalement je profite de cet élan. C'est surtout ça en fait. Maintenant je sais pas ce qui peut faire penser ça. Est-ce que ce monsieur a vécu de mauvaises expériences et a été réellement manipulé, et ce qui fait que maintenant il a gardé une défiance énorme. C'est possible, hein. Mais ça fait presque complotiste, quoi, comme s'il y avait le lobby des femmes qui venaient nous écraser, etc. En tant qu'homme. Et puis alors, vaut mieux pas que je lui dise que j'ai fait une vasectomie, parce que alors là, c'est sûr, là, il débarque directement pour venir me sauver, quoi. Enfin bon, voilà. Ah si, un dernier point. Si, un dernier point. J'ai fait une vidéo où je parlais de l'alcool et du fait que j'étais volontairement un petit peu taquin en disant que vous n'avez pas un peu marre quand en soirée vous buvez pas d'alcool et on vient vous saouler en disant qu'il fallait aller boire un coup quand même, allez c'est juste un verre, blablabla. Et j'ai eu le truc classique qu'on a fait à Artus quand il a parlé de son sevrage à l'émission, je ne sais plus comment ça s'appelle, avec Léa Salamé en face de lui, qui lui dit ah bon, maintenant vous arrêtez l'alcool donc vous êtes devenu relou. Et vraiment, c'est quand même assez fou ce truc-là. Hein. Je pense que il y a beaucoup de... Je sais pas, ça a dû faire réagir des gens. Je sais pas si normalement t'es ok avec ta consommation d'alcool, en fait, cette vidéo, même tu la passes et tu t'en fous, quoi. Mais que ça puisse faire réagir des gens. On me dit que je suis un relou parce que je bois pas. On m'a dit, ouais, allez, le relou, rentre chez toi et va boire ta tisane. J'aime pas les tisanes. Mais j'ai dit, c'est tellement dommage, quoi. Parce que il y a tellement moyen de s'amuser en étant sobre, et même au contraire, je trouve qu'on atteint un niveau supérieur. C'est-à-dire que si t'as réellement tout le temps besoin de boire de l'alcool pour t'amuser, te détendre, à mon sens, il y a un problème. Ça peut, si tu en prends conscience, ça peut être l'occasion de te dire, mais je peux pas m'amuser sans ça. Est-ce que je pourrais pas y arriver ? Est-ce que je pourrais pas délirer sans ça ? Il y a une forme... En fait, quand j'étais plus jeune, je me suis mis des caisses titanesques.
Mais j'ai très vite été frustré en me disant, mais fais chier, en fait, je suis dépendant de ça pour m'amuser. Et j'ai pas envie, quoi. J'ai pas envie du tout. Et ça m'a forcé à faire sans, et à me rendre compte qu'on peut... Si t'arrives à être pleinement toi-même et à délirer sans un dérivatif comme l'alcool, et putain, t'as tout gagné, quoi. Ça veut dire que tu peux l'être à tout moment, tout le temps. Au contraire, pour moi, les relous, c'est ceux qui ont besoin d'alcool pour rigoler, parce qu'ils peuvent pas sans. Et ça veut dire qu'ils ne peuvent pas le faire tout le temps. Ou alors faut être complètement caisse tout le temps, quoi. Alors que si tu sais avoir du second degré, t'amuser, délirer sans l'alcool, tu peux le faire tout le temps. Et puis si vous suivez le podcast, vous savez à quel point pour moi l'humour, c'est quelque chose de hyper important, quoi. Bref, allez, j'ai fini mon pamphlet. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions, à revenir vers moi, je sais pas, sur par rapport à l'alimentation, tout ça. Je saurai vous rediriger vers les bonnes personnes si ça dépasse mes compétences, évidemment. N'hésitez pas à aller découvrir Papa Parle sur Instagram si vous le connaissez pas. Vraiment, j'ai encore plein de bonnes idées. Je pense qu'on va bien s'amuser. Et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et de votre famille. Ciao.